Sujet d'aujourd'hui, commerce électronique, puis une partie sur la collection des données. Pas tout le traitement des données, mais au moins comment sont collectées les données. Mais vous voyez que c'est deux sujets qui sont de toute façon complètement interconnectés. La question du commerce et donc de comment on vend sur Internet. Mais en fait, derrière le commerce, ce n'est pas seulement un système de vente. Il faut bien se dire que le commerce électronique, c'est aussi un système d'affiliation. C'est-à-dire comment les gens font partie du club de ce système qui va vous vendre quelque chose. Et puis, c'est un problème de paiement, c'est-à-dire comment circule l'argent dans l'échange commercial. De ce point de vue-là, on a un véritable travail des plateformes de vente, des gens qui vendent, notamment un travail d'interface pour rendre l'achat le plus facile. Bon, je vais y revenir tout à l'heure sur les évolutions, d'ailleurs, ce modèle de rendre l'achat le plus facile possible, mais une des premières innovations, business model d'affaires qui a été fait autour de ça, c'est le bouton One Click de Amazon, pour lequel d'ailleurs Amazon a déposé un brevet, quand même assez épatant, sur l'idée que Amazon pourrait stocker l'information sur le client et en cliquant sur le bouton One Click, on retrouve automatiquement son adresse, son numéro de carte bancaire, son autorisation de paiement, on a juste à certifier en mettant un compte derrière, par exemple la valeur de sa carte bancaire, etc. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez important, cette logique de quelle confiance on a dans la circulation du paiement lui-même. Enfin, le commerce électronique, ça n'est pas tout à fait la même chose qu'une boutique physique dans laquelle le client va rentrer, mais c'est un ensemble de systèmes de recommandation. Qui recommande quoi? Qui a acheté et aimerait que les autres achètent la même chose? Sachant qu'il y a un piège. Il y a un piège, c'est psychologiquement très connu. Quand vous avez acheté quelque chose, même si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez acheté, vous ne pouvez pas le dire, vous n'osez pas le dire, et vous avez envie que d'autres, tant pis s'ils tombent dans le même piège que vous, si c'était un mauvais plan. Voilà. C'est l'idée qu'une fois que je me suis fait arnaquer, je ne vais quand même pas en plus le clamer. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est contradictoire avec les choses qui arrivent sur les avis Internet, où il y a quand même des gens qui arrivent à donner des aspects négatifs. Mais globalement, disons statistiquement, les gens ne donnent plutôt que des avis positifs, et si on les interroge, même quand ils ne sont pas contents, ils vont quand même essayer de défendre ce qu'ils ont acheté. Alors donc cette logique de recommandation fait pleinement partie du commerce électronique et elle se fait donc soit entre usagers, donc ceux qui ont déjà acheté ou qui ont déjà fréquenté un hôtel, un vol, une ville, enfin, un restaurant, etc., soit par le biais des informations sponsorisées, c'est-à-dire comment en fait le vendeur lui-même recommande ses propres produits. C'est la publicité, mais c'est aussi tout ce qui, dans les réseaux sociaux, est de l'information sponsorisée. Sponsoring, publicité, vous voyez bien qu'on est dans la même chose. Enfin, la recommandation, elle est de l'ordre de l'analyse des pratiques antérieures, vos propres pratiques étant suivies, comment vous proposez ce qui, demain, vous sera le plus utile. Alors, le commerce, c'est les 3 C, qui bien évidemment, comme les mousquetaires, sont 4. C'est la logique du commerce lui-même. Le commerce sur Internet, c'est une activité qui est devenue centrale depuis 1994 et la création de Amazon. D'accord ? Donc on a là quelque chose, un basculement en fait, de 1994 à 2004, comme je vous expliquais dans le cours sur l'histoire d'Internet, où le web devient un web à la fois de pages personnelles, c'est-à-dire de vitrines, plus parmi ces vitrines, des vitrines qui font du commerce, qui vont organiser la vente, soit la vente directe de produits, Amazon, soit la vente aux enchères, eBay, soit d'autres formes qu'on appelle aujourd'hui les marketplaces, qui vont se mettre en place petit à petit durant cette période-là. Et aujourd'hui, le commerce, l'idée de commercer sur Internet est devenue un ressort majeur de l'évolution de l'Internet, y compris de la publicité. L'idée générale de la publicité, on fera un cours sur la publicité un peu plus tard, mais l'idée générale, c'est quand même de promouvoir des actes d'achat, donc promouvoir la consommation.
quelle qu'elle soit. Et sur Internet, il n'y a qu'une distance de souris entre la recommandation, l'incitation à l'achat et la décision d'achat. Le deuxième C, c'est celui de la confiance. Le commerce, c'est toujours basé sur une logique de confiance. Je sors de chez le commerçant avec un paquet dans mes bras et j'ai confiance que ce qu'il y a dans le paquet est bien ce que j'ai voulu acheter, est bien ce à quoi ça va me servir, que le commerçant m'a donné les bonnes informations, qu'il me l'a vendu au bon prix et que demain je pourrai éventuellement revenir le voir si je ne suis pas satisfait. Donc cette logique de confiance est absolument nécessaire. En sens inverse, le commerçant a besoin d'avoir confiance sur le fait que ce que vous lui avez donné est bien du vrai argent, que ce soit des morceaux d'or dans l'Antiquité, que ce soit un assignat, un chèque, un billet, que ce soit un billet en espérant qu'il n'est pas un faux billet, ou que ce soit une prestation électronique par l'intermédiaire de la carte bancaire. Donc derrière le commerce, même si c'est asymétrique, c'est-à-dire il y a un commerçant qui sait plus de choses forcément que l'acheteur, il y a une logique de confiance qui doit se mettre en place. Voilà. Or, au début du commerce sur Internet, le discours principal, ce qui était majoritairement exprimé, c'était la défiance. Si vous mettez votre carte bancaire sur Internet, quelqu'un va vous voler vos numéros et vous allez ensuite avoir à subir toutes les conséquences de ça. Donc on a eu une logique de défiance qui s'est traduite par la nécessité d'augmenter la sécurité, la signature électronique. C'était toute une série de questions qui avaient beaucoup d'importance au tournant des années 2000. Au tournant des années 2000, c'est logique, les banques en fait avaient réussi à transformer cette nécessaire confiance qui est la base du commerce en une structuration de la défiance avec une augmentation des règles de sécurité, des protections, enfin tout un message anxiogène par rapport au commerce. Alors ça a changé, ça a évolué petit à petit, puis les gens ont mis des cartes bancaires de plus en plus, ils ont acheté de plus en plus, on va le voir tout à l'heure, et donc de facto cette logique de la défiance a un peu disparu. Mais on trouve encore des gens qui vous disent « Ah non, non, moi jamais ma carte bancaire sur Internet, etc. etc. » Le troisième C, c'est climat. Grosso modo, quand vous allez à un supermarché, les choses sont arrivées en bulk, en masse. Donc on a eu des formes de déplacement qui étaient, pour un même déplacement, on déplaçait beaucoup de marchandises. Aujourd'hui, on est dans un système où on a de la livraison individuelle. On individualise les livraisons sans tenir compte des effets négatifs sur l'ensemble de la planète. Ce qu'on appelle les externalités négatives en économie, c'est-à-dire les effets qu'on ne compte pas, qui se situent à l'extérieur et dont la société, d'une manière ou d'une autre, finira par payer le prix, parce que tout se paye, même ce qu'on oublie et ce qu'on essaye de mettre sous le tapis. Et alors, quelle est la logique de cette livraison, de cette logistique aujourd'hui individualisée? On va y revenir dans des exemples tout à l'heure. Enfin, le troisième, quatrième C, enfin d'Artagnan, c'est la consommation. C'est-à-dire l'idée que derrière le commerce, on n'est pas uniquement dans un système où il y a des gens qui ont des besoins et qui se tournent vers des producteurs qui vont trouver la machine qui répond à leurs besoins ou trouver le produit, l'aliment, etc., le coucher si on est dans un système d'hôtel ou de réservation. On n'est pas dans cette logique-là, on est dans la logique inverse où on incite le consommateur à consommer. Donc la logique du commerce électronique, c'est si vous avez déjà acheté une chose, il faut que vous en achetiez d'autres. Donc on retrouve cette logique de recommandation dont je parlais tout à l'heure. Et donc quand on parle du commerce électronique, il faut bien partir de ces quatre aspects, ces quatre aspects concomitants qui ont à la fois leur charme, c'est-à-dire imaginez que vous êtes vendeur de livres chez Amazon et que vous pouvez suggérer d'autres livres. Ça intéresse aussi bien le vendeur que l'acheteur. C'est une logique qui n'est pas non plus complètement aberrante en termes sociaux, mais ce qu'il faut, c'est être capable d'en mesurer les impacts positifs et négatifs. Alors, le e-commerce français est le 6e du monde. 'fin, Donc il y a eu en 2013 51 milliards d'euros
je crois qu'on en est à 57 cette année dans la dernière enquête dont je vous parle un peu après, mais qui n'a pas ce chiffre global. Donc c'est quand même une grosse somme qui augmente vite. Plus de la moitié, près de 60% des Français ont acheté des choses en ligne. Ont acheté quelque chose en ligne, c'est-à-dire quelque part ils ont mis leur carte bancaire pour acheter en ligne. Soit 33 millions de personnes. Alors il y a une enquête qui vient d'être faite, qui a été publiée il y a un peu moins d'un mois, par la FEVAD, c'est la Fédération des industries de la vente à distance, et qui a été faite par Médiamétrie et Netrating, donc vous voyez des systèmes d'évaluation, et que je vais vous présenter maintenant. Je vais vous donner les principaux résultats en utilisant les diapositives qu'ils ont distribuées pour la presse. Alors d'abord, le fait qu'il y a une croissance continue de la vente en ligne, c'est-à-dire on n'a pas encore atteint un sommet, mais on est bien dans le cadre. Bon, en 2005, c'était 55% des internautes. En 2015, on en est à 78% des internautes, pas de la population, de ceux qui sont connectés, qui ont pratiqué dans l'année une activité d'achat en ligne. Donc croissance continue. Les enseignes qui sont le plus reconnues et sur lesquelles il y a la plus grande quantité d'achats sont Amazon tout d'abord. En 2000, ça doit être sur septembre, sur une année de septembre 2014 à 2015, c'est 16 milliards. Ensuite, c'est Discount, la Fnac, et vous voyez Amazon, Fnac, on retrouve donc l'histoire, donc les premiers sites qui se sont mis en place, des systèmes qui ont une logistique relativement simple puisque ce sont toujours des livres ou des produits techniques, des appareils photo, des chaînes, des choses qui tiennent bien dans des packages, dans des boîtes qui peuvent circuler en grand nombre. On n'a pas vraiment de choses encombrantes, d'objets encombrants. Et donc on a cette logistique souple qui ressemble à la poste, qui est souvent la poste. On a eBay ensuite. eBay, donc, qui a un système un peu différent puisqu'on est sur une logique d'enchère, même si de plus en plus eBay a sa galerie de marchands à prix fixe. Et enfin, c'est intéressant, Voyage SNCF. Donc un gros site de vente de vente en ligne, d'applications qui directement permettent d'obtenir des tickets. Alors, ces grands sites ne nous disent pas quels sont les produits les plus achetés. C'est qu'il y a derrière ces grands sites principaux, il y a d'autres sites qui vendent des produits du même type. En fait, le produit le plus acheté en ligne, c'est l'habillement. Ce qui est une espèce de contradiction à mon sens, puisque les habits, on les essaye avant de les acheter. Voilà, il y a beaucoup de choses en ligne, notamment les chaussures. Par exemple, Amazon a racheté le principal marchand de chaussures en ligne qui s'appelle Zappos. Dans l'habillement, il y a quand même toute une série de choses qui doivent être plus simples à obtenir. Par exemple, vous avez vu que Nike avait des chaussures personnalisées, c'est-à-dire on fabriquait sa chaussure, on choisissait parmi une palette la couleur, le type de décoration, le type de forme, et puis on avait sa chaussure personnalisée. Donc ça, c'est le genre de choses qui ne peut se faire qu'en ligne et qui renvoie à cette logique de l'habillement. Donc pour ça. Ensuite, on trouve le voyage et le tourisme. Donc vous avez le voyage SNCF, donc le train, mais derrière, il y a les autres vendeurs qui pratiquent en agence, comme Capitaine Train, par exemple, qui permet d'acheter son billet et qui se rémunère en fait par la commission d'agence de la SNCF. Puis il y a tout ce qui est les avions, donc tous les systèmes de vente en ligne d'avions. Viennent les produits de beauté et de santé, donc ça, tous les produits qu'on peut commander, on les connaît, on les commande en ligne, ce qui explique que Nocibé, on va voir tout à l'heure, est un site des plus recommandés. Et enfin, les produits techniques, là aussi, produits techniques, c'est des produits très standardisés, donc il n'y a pas de grande différence entre acheter un ordinateur portable en ligne ou l'acheter dans un magasin, de toute façon, vous avez le même ordinateur portable, et c'est là que la question du prix va jouer beaucoup. Alors, en 2013, la même FEVAD, donc Fédération de la vente en ligne, a fait une enquête un peu plus précise
dans laquelle c'est reclassé par un plus grand nombre de... Enfin, c'est moins regroupé. Et dans ce cas, on voit que voyage, tourisme est la chose la plus achetée, hein, puisque les produits culturels sont distingués. Il y a produits culturels, produits techniques, habillement, mode, il y a aussi beauté, santé, maison, déco. Enfin, voilà, on voit qu'il y a là toute une gamme, mais on retrouve quand même toujours les mêmes éléments, c'est-à-dire la culture, les produits techniques, l'habillement et les transports. Moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est l'habillement. Mais tout le reste, c'est des choses assez cohérentes. Alors, dans l'enquête là aussi de 2013, on s'apercevait de la place très importante de ce qu'on appelle les marketplaces, les places de marché. Où là, ça n'est plus donc un vendeur qui a sa petite boutique en ligne, sa vitrine, sur laquelle les gens viendraient acheter chez lui. Ça n'est pas non plus un supermarché comme Amazon qui a des entrepôts de livres, on va en parler tout à l'heure, etc. Les gens viennent chez Amazon, c'est un libraire, et ils récupèrent les livres chez Amazon et ils les envoient. Le marketplace, c'est quelque chose qui est entre les deux, qui est l'idée que le petit commerçant a en fait une petite vitrine à l'intérieur d'une grande place de marché. Donc on est plus dans l'ordre de la galerie marchande, du mall à l'américaine. Voilà. Et la plateforme se rémunère en prenant en général 30% de l'échange financier. Ce qui fait que l'échange financier ne se fait plus avec le petit commerçant. Pourquoi ? Le C de la confiance. Hein. Qui donnerait confiance à un petit commerçant qui dit donnez-moi votre carte bancaire, allez-y, je vous envoie je ne sais pas quoi. D'accord ? Donc les gens ne font pas. Par contre, quand on est sur le marketplace, par exemple le marketplace d'Amazon, hein, tout ce qui fait la vente d'occasion, c'est le marketplace d'Amazon. Tout ce qui est le fait qu'on peut acheter un produit soit chez Amazon, soit chez un autre producteur, mais on paye à Amazon. Et donc, quelque part, Amazon a su gagner la confiance des gens. Ils sont prêts à mettre leur numéro de carte bancaire chez Amazon, pas forcément chez le petit commerçant. Et c'est là toute cette logique du marketplace. Donc, on retrouve les sites importants en termes de pénétration, c'est-à-dire d'usage par les gens. Mais ce qui est intéressant, c'est que les sites les plus recommandés sont d'autres. Hein, notamment, on retrouve Nocibé, donc cette place importante des produits beauté, tout ça. Donc en fait, c'est les gens qui ont aimé les sites les plus recommandés, les gens qui ont fait des likes, qui ont utilisé en fait le système de recommandation. Sur l'information, une des grandes peurs des commerçants, c'est que les gens viennent chez eux, viennent dans la boutique, regardent tout, etc., puis aillent acheter sur Internet parce que c'est moins cher. La réalité est beaucoup plus contrastée. Il y a autant de gens qui font ça que de gens qui font le contraire. C'est-à-dire qui se renseignent sur Internet, font la comparaison sur Internet, puis vont acheter en vérifiant une dernière fois que ça correspond bien à ce qu'ils veulent chez le commerçant. Donc on a ce double aspect. Voilà. Donc souvent aussi, on s'aperçoit que les gens, dans le magasin, consultent sur Internet leur téléphone mobile par rapport à leur acte d'achat, hein, pas en général, par rapport à leur acte d'achat. Est-ce que c'est moins cher ailleurs ? D'où là aussi tendance à favoriser les gens qui sont les plus proches. Alors sur les avis, donc je disais que c'était quelque chose de très important, hein, la recommandation. 53% des internautes ont déjà recherché des avis avant d'acheter quelque chose. C'est-à-dire, ils ont une idée en tête d'un produit, ils voudraient bien acheter ce produit-là, mais ils vont regarder est-ce que les autres acheteurs ont aimé ou pas. Donc c'est important, hein, plus de la moitié des gens ne se font pas leur jugement par eux-mêmes, mais le font par appui sur ce qu'ont dit les autres. Et presque la moitié n'ont pas hésité à donner leur avis. C'est-à-dire quand ils ont acheté quelque chose, dire à expliquer soit qu'ils ont aimé, soit qu'ils n'ont pas aimé, ou qu'est-ce qu'ils ont trouvé bien, qu'est-ce qu'ils ont trouvé plus difficile. Alors ce problème des avis d'usagers est important parce que en fait, les internautes ont tendance à faire confiance aux avis. Il y a un manque, il y a une perte de la confiance dans les
dans le producteur lui-même, et l'affaire Volkswagen dont je parlais il y a 2 cours ne va pas améliorer les choses. Cette perte de confiance dans le producteur lui-même peut être compensée par la confiance que l'on fait sur la masse des gens qui ont acheté un service ou un produit. Et donc les gens ont tendance plutôt à croire leurs égaux qu'à croire quelqu'un qui est en dissymétrie d'information par rapport à eux. Ce qui met donc les marques en danger. Il suffit que des personnes se mettent d'un seul coup à dire des choses, même si c'est des mensonges, sur un produit ou un service, pour que la marque qui défend ce produit ou ce service se retrouve être en danger. D'où la fameuse spirale du montant-l'air et du serrurier, que les marques aujourd'hui sont très présentes sur les médias sociaux pour éteindre tous les incendies qui pourraient se présenter à eux. Et qu'en même temps, le consommateur s'en sert pour imposer aux marques certaines bonnes pratiques dont ils ont besoin. Voilà. Il y a eu une enquête de la DGCCRF. La DGCCRF, c'est la Direction générale de la consommation et des fraudes, qui, sur 139 sites visités, a remarqué que 44%, presque la moitié quand même, des avis sont biaisés, ne sont pas des avis émanant de personnes véritables. Donc vous avez ce phénomène que d'un côté, les gens font confiance aux avis de leurs égaux, mais ce qu'on appelle le lot des avis, la moitié d'entre eux n'est pas produit par des vrais consommateurs, mais par des gens qui sont payés pour donner leur avis en positif, en général, ou en négatif sur un concurrent. Donc vous avez des gens qui sont payés, qui n'ont pas acheté, qui ne sont pas concernés, mais qui donnent un avis soit positif, soit négatif, selon celui qui les paye et sur quoi ils donnent leur avis. Donc on a une création d'agences comme ça, qui sont là pour rédiger des faux avis. Alors en même temps, dès qu'on a ça, on a des logiciels qui essayent de dépister les faux avis. Et on a même une norme qui est en train de se mettre en place, la norme NF Service, avis en ligne, qui fixe des règles de crédibilité d'une collecte. On est en train d'envisager que vous ne pouvez quand même pas décemment critiquer un restaurant si vous n'êtes pas allé y manger. Après, comment un site peut garantir que celui qui écrit un avis sur le repas qu'il a fait hier au restaurant est bien allé hier au restaurant ? Vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus compliqué que la situation actuelle où tout le monde écrit n'importe quoi, c'est pas validé, etc. Il va falloir en fait scanner son ticket repas, par exemple, montrer qu'on y est bien allé pour avoir le droit de faire des commentaires. Alors comment on arrive à détecter les faux avis ? C'est quand même quelque chose d'important du point de vue de la plateforme, du point de vue de ces systèmes qui permettent à l'usager de donner son avis. S'ils veulent eux-mêmes garder leur crédibilité, leur confiance, il faut qu'ils épurent de tous les faux avis. Donc on a tout un travail de recherche, c'est un travail de recherche entre marketing et informatique sur quels sont les critères qui nous permettent à partir d'une phrase de déterminer si l'avis est véritable. Qu'il soit bon ou mauvais, une chose, voilà, on s'en moque là. On dit est-ce qu'il émane d'une vraie personne qui donne vraiment son avis, ou est-ce qu'on a un vocabulaire émanant de formules toutes faites qu'on retrouve à répétition, des phrases préprogrammées où on a juste changé 3-4 mots et qui sont les mêmes et qui reviennent en permanence sur tous les avis. Donc là déjà c'est un premier critère qui permet de distinguer. Il y a un deuxième critère, c'est tout ce qui est l'étude de contexte. Est-ce que la personne qui donne son avis est une vraie personne identifiée. Est-ce que cette personne identifiée a donné beaucoup d'avis, pas beaucoup d'avis ? Est-ce que ces avis sont semblables, écrits de la même manière ou pas ? Est-ce que, vous voyez, toute une série de critères, de contextes comme ça, qui permettent de dire, cet avis-là, il est crédible ou c'est un faux avis. C'est sur la base de ce travail-là aujourd'hui que que sont passés toute une série de procès. Par exemple, en 2014, en décembre, TripAdvisor a été condamné en Italie à payer 500 000 € d'amende, pas rien, 500 000 € d'amende, parce qu'il n'arrivait pas à prouver que les personnes qui mettaient des avis sur les hôtels ou les lieux d'hébergement de TripAdvisor étaient bien allés à l'endroit. En 2011, Expedia a été condamné en France parce qu'ils avaient des prix erronés pour les hôtels.
soit des prix annoncés moins chers parce que c'était un hôtel partenaire, soit des prix annoncés plus chers quand ça ne l'était pas. En 2013, c'est Samsung qui a été condamné à Taïwan pour quand même $340 000 pour avoir fait écrire des avis négatifs sur son concurrent HTC. Vous voyez, l'avis peut être positif pour soi-même ou négatif sur les autres. Il y a cette histoire en Bourgogne d'un hôtel qui était le seul sur TripAdvisor, sur toute la région, à avoir des remarques positives et tous les autres avaient des remarques négatives. Manque de chance, ça s'est vu. Ça s'est vu un peu trop. Voilà. Donc, voilà. Amazon, la semaine dernière, vient de porter plainte contre plusieurs centaines de milliers de personnes et des entreprises qui les gèrent pour avoir émis des faux avis. Alors, j'ai là un reportage qui a été montré sur acheterdesfans.com. Il s'agit d'une agence de marketing digital dirigée par un Français. C'est très intéressant à écouter jusqu'au bout. Le voici. Il a la vingtaine. Le siège de son entreprise, créée en 2012, se trouve en région parisienne. Elle emploie une dizaine de personnes qui, chaque jour, vendent de la notoriété à des particuliers ou à des entreprises. La journée commence par le coup de fil d'un client qui a passé commande la veille. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. J'ai eu votre téléphone sur acheterdesfans.com. Oui, d'accord. Et j'ai demandé à passer une commande hier soir. Je voulais savoir si c'est bien pris en compte, comment ça se passait. Je vais regarder ça tout de suite. C'est pour 10 000 fans Facebook non ciblés? Ouais, voilà. On s'en occupe dans un délai de 48 heures. Les fans, après, ils restent. Bien sûr, il reste dans le temps. Après, s'il y a des pertes un peu trop grosses, nous, on s'engage à les remplacer de toute façon. Ok, super. Merci beaucoup. Pas de soucis, bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est un client dans la musique qui a commandé 10 000 fans Facebook pour booster son artiste, pour qu'il soit un peu plus crédible, je pense, aux yeux des majors, etc., quoi. Ceux qui vont être les plus gourmands, c'est quand même, on va dire, le milieu artistique en général. Et ensuite, ça, c'est propre à son travail. Les entrepreneurs qui veulent montrer qu'ils y arrivent, que ça bouge, que leur projet avance. Voici la page Facebook d'un de leurs clients musiciens. Sur son compteur, nous regardons la courbe de l'évolution des fans. Avant, elle stagnait à 0 fans par semaine. Grâce à l'intervention de Thibaut, soudainement, fin janvier, elle monte à 5000 fans. Aucun des clients de Thibaut n'a voulu être interviewé. Le jeune patron, lui, parle sans complexe de son business. Sans complexe. À la base, quand même, acheter des fans Facebook, ça peut être assimilé à une tromperie envers le client, mais bon, on va dire que ça fait partie des centaines de tromperies que chaque entreprise met en place pour acquérir des clients, quoi. Les entreprises ont toujours cherché à améliorer leur confiance en trompant plus ou moins leurs clients. Je veux dire, c'est pas un phénomène qui est nouveau, quoi. C'est juste le support qui est différent. En 2 ans, Thibaut affirme avoir vendu plus de 7 millions de fans, 10 millions de followers et 27 millions de vues à des clients français. Nous découvrons que Thibaut ne produit pas lui-même cette fausse notoriété. Il la sous-traite. Tiens, ferme la porte, Léo. Hello, guys. Sous nos yeux, il appelle l'un de ses fournisseurs. Je voulais te parler de notre dernière commande de fans. Tu sais, pour Facebook. Il s'appelle Abdul et il est basé au Pakistan. Pas de problème, on peut te fournir ces 10 000 fans Facebook. Normalement, pour cette commande, ça prendra maximum 24 heures. On fait appel à des personnes dans les pays à faible coût, comme le Pakistan, etc. Ils sont devenus très forts en marketing sur les réseaux sociaux et sur une cible monde, ils sont plus forts que nous. Comme pour nombre de produits de grande consommation, la fabrication de vues de fans et de followers est délocalisée. Alors j'ai beaucoup aimé, pour améliorer leur confiance, on pratique la tromperie. Si ça vous rappelle Volkswagen, pour améliorer la confiance dans le diesel, le fait que ça serait non polluant, etc., je pratique la tromperie. Donc de ce point de vue-là, ce jeune homme n'a pas forcément totalement tort sur son analyse cynique du monde qui l'entoure. En même temps, la confiance du point de vue de l'usager, elle va se déliter.
hein. Les effets secondaires de l'affaire Volkswagen chez le consommateur vont être terribles, hein. C'est-à-dire, on ne va plus croire. On ne va plus croire. Et donc, ça va avoir un effet sur l'équilibre du commerce, cette relation de confiance entre l'acheteur et le vendeur qui, malgré la dissymétrie d'informations, réussissent quand même à trouver des satisfactions les uns comme les autres. Il y en a un qui achète et, en général, il est quand même aussi satisfait du produit qu'il a mis en place. Donc là, on voit, alors c'est un exemple particulier, hein, quand il dit que les acheteurs, c'est principalement les artistes et tout ça, ben c'est normal, c'est le milieu sur lequel il travaille. Donc, c'est pas très statistiquement crédible, mais voilà, se dire qu'il y a là tout un marché du faux avis, et donc il est nécessaire d'obtenir une forme de régulation, ce qu'essaye de faire la norme AFNOR. Après, il y aura les sites qui la respecteront et les sites qui ne la respecteront pas. Ce qui va être aussi un autre enjeu, c'est d'être capable de mesurer, est-ce que cet avis est respectable ou non respectable. Et là, on a un deuxième travail pour les informaticiens, hein, c'est quelle analyse des données va nous permettre, là pour l'instant on a découvert quelles analyses nous permettaient grosso modo de savoir quels étaient les faux avis, maintenant quelles analyses vont nous permettre de savoir qu'un site respecte ou non les chartes auxquelles il a adhéré. Alors, si on regarde les marketplaces maintenant, donc les marketplaces, c'est vraiment l'idée que le devenir, l'endroit où il y a de l'argent à se faire sur Internet, c'est le devenir plateforme. Donc ça, je l'ai dit dès le premier tour, et c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est la plateforme qui, même si elle a des milliers de petits commerçants qui ne vendent pas grand-chose, c'est par elle que passe et que transite l'argent. Donc le client paye la plateforme, et la plateforme, tous les 15 jours, tous les mois ou tous les 3 mois, reverse la partie au client. Et ça c'est donc le lieu stratégique, hein, puisque c'est le lieu qui a capté l'argent, qui peut exiger plein de choses du client. Plateforme comme ça, il y a Uber. Vous ne payez pas le VTC Uber que vous avez pris, vous avez payé à la plateforme Uber qui va se charger, elle, de rétribuer le chauffeur. Sur Amazon, c'est pareil, donc je l'ai expliqué tout à l'heure. Sur eBay, c'est pareil, surtout que ça passe par presque même une espèce de monnaie complémentaire qui a été créée par eBay, qui est tout le système PayPal. Donc avec un système de transaction qui fait que les gens eux-mêmes finissent par acheter directement. Il y a des cas particuliers, le Bon Coin dont on parlera tout à l'heure, où effectivement là, on règle en direct, mais c'est parce qu'on va voir, on va à un moment donné physiquement toucher la personne. Voilà. Mais toutes les autres marketplaces, Blablacar pour le transport, le covoiturage, le Airbnb pour le logement, la location de son logement, toutes ces plateformes-là, c'est elles qui deviennent le point central, le marketplace. Alors après, elles se spécialisent. Là, j'ai donné 2 exemples contradictoires. C'est en France, sur les pièces et accessoires auto, c'est Cdiscount qui est en tête. Puis après, on trouve, je m'excuse, je me penche parce que je ne vois pas très bien, Rue du Commerce et puis Amazon. Par contre, sur la lingerie, c'est la Redoute qui est en tête, puis Amazon, puis Cdiscount. Donc vous voyez, chaque marketplace c'est un peu spécialisé et attire donc les vendeurs, les micro-vendeurs, voire les individus vendeurs. Là aussi, qui dit micro-vendeur dit individu vendeur. Par exemple, sur Amazon, celui qui va vendre ses livres d'occasion une fois qu'il les a lus ou qui va revendre ses CD. Alors, cette position d'intermédiaire, celui qui est l'intermédiaire et qui est capable de générer du flux dans un sens ou dans l'autre, ça lui donne une position de pouvoir absolument énorme dont ils se servent. J'ai là un exemple sur Amazon. Hein. Le livre qui est à gauche, vous voyez, il y a un gros bouton qui dit « Vous pouvez en acheter d'occasion ou pas ». Le livre qui est à droite, il n'y a pas de bouton. Amazon dit qu'il est épuisé, il vient de sortir, et il est épuisé. Par contre, dans les 2 cas, il y a 2 petites marques. Vous pouvez en acheter neuf ou d'occasion. Donc, vous voyez, gros bouton, petite marque. Et donc là, on a tout le changement. Je peux vous dire que dans le labyrinthe se vend très bien sur Amazon, l'autre ne se vend pas du tout. Pourquoi il y en a un qui a un bouton ou pas? C'est là que ça devient intéressant aussi. C'est que il y a un autre vendeur dans le labyrinthe qui est une boutique qui vend des livres d'occasion qu'elle n'a pas d'ailleurs, qui les vend 2 fois plus cher que le prix d'achat.
Donc, et qu'il l'achètera le cas échéant si un client est assez nigaud pour se faire avoir et l'acheter dans cette boutique-là. Mais elles, c'est des pros, c'est des boutiques de pros parce qu'ils gagnent plein d'argent. J'ai discuté avec des libraires, ils gagnent plein d'argent parce qu'il y a des gens qui finissent par acheter des livres hors de prix. Et donc ils gagnent plein d'argent, donc ils sont pros, c'est-à-dire ils reversent tout l'argent, plein d'argent tous les mois à la plateforme. Donc là, c'est bien se dire que la situation de plateforme est une situation de pouvoir, de monopole qui est excessive dans le cadre du commerce. Alors on a eu un cas, heureusement, qui s'est bien terminé, c'est la volonté de Amazon de briser les décisions politiques de Hachette. Hachette avait décidé de fixer comme éditeur le prix de ses livres numériques. Amazon avait décidé comme vendeur de baisser les prix des livres numériques pour en vendre beaucoup. En fait, pour vendre beaucoup de Kindle, qui permettent d'avoir des livres numériques à bas coût. Et là, vous avez deux stratégies commerciales. Qui a le pouvoir ? Qui a le pouvoir dans ces stratégies commerciales ? Dans un premier temps, c'était Amazon. Amazon a dit, attendez, oui, pas de problème, vous ne voulez pas ? Par contre, ce qui est embêtant, c'est que je ne peux plus faire des pré-annonces. Je ne mettrai le livre en vente qu'une fois qu'il est paru. C'est-à-dire, ça évite aux gens de précommander le livre et puis de l'obtenir à parution. Je mettrai plus de temps à distribuer les livres de chez Hachette. Bon. Donc, dans un premier temps, on pourrait dire que c'est Amazon qui a tout le pouvoir, qui a réussi à enquiquiner Hachette. Hachette s'est vengé. Quel est son pouvoir ? Hachette, c'est la mobilisation des auteurs, parce que les auteurs sentent bien que si c'est le commerçant qui fait tout le marché, eux, tôt ou tard, ils vont en mourir. Donc ils préfèrent être même avec un éditeur à qui ils ont des tas de choses à leur reprocher, mais ils préfèrent quand même être avec lui qu'avec ce commerçant qui a cette attitude qui est anti-commerciale, en réalité. Donc voilà. In fine, c'est quand même Hachette qui a gagné. Dans le cadre de la négociation, Amazon a fini par accepter que Hachette fixe ses prix. Donc c'est un élément très important aussi. Très souvent, les industries culturelles disent « Ouais, vous voulez tout donner le pouvoir aux plateformes ». Ce n'est pas si simple. Il arrive aussi que les grosses industries culturelles gagnent. C'est un problème de gros et de petits, et pas d'industrie sur tel ou tel secteur d'entreprise. Alors, dernière tendance en date globale du commerce électronique, c'est le bouton « Buy », achète, et qui s'insinue dans toutes les autres pratiques sociales, notamment dans les réseaux sociaux. Vous êtes sur Twitter et vous pouvez faire un buy directement d'un produit qui vous intéresse. Vous êtes sur Facebook et vous pouvez faire buy. Vous êtes sur Pinterest avec des présentations de produits qu'on peut acheter directement. Et là aussi, c'est l'intermédiaire, Facebook, Twitter, etc., qui va obtenir l'argent et le reverser au vendeur, moyennant sa commission. Donc pour le vendeur, ça devient très intéressant parce que ça favorise l'achat d'impulsion. Qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est que les gens achètent de plus en plus, non plus sur leur ordinateur, où c'est quand même globalement facile de mettre sa carte bancaire, de mettre ses informations de livraison, etc., mais de plus en plus sur leur mobile, où là, ça devient carrément compliqué de saisir correctement quelque chose. Tandis que s'ils sont auprès d'une plateforme qui les connaît bien, qui dispose de leur adresse, de tout ça, le bouton buy fait que c'est beaucoup plus facile. On a enregistré une fois pour toutes ces informations, c'est-à-dire lieu de livraison et informations bancaires, et puis c'est renouvelé, donc ça permet d'avoir des achats d'impulsion beaucoup plus importants. Alors, question de la logistique. En fait, on assiste, depuis qu'on a tous ces systèmes-là, à un développement des points relais. Se faire livrer à domicile, c'est compliqué. Parce que forcément, le livreur travaille, et il travaille donc aux heures où vous travaillez, où vous n'êtes pas chez vous. Problème de la Poste, c'est qu'en général, quand on vous livre un colis, vous n'êtes pas là. Donc après, il faut aller le chercher. D'où le développement de tas de points relais, c'est-à-dire des gens qui ont une activité, en général, des boulangers, des vendeurs de disques, des libraires, des kiosques, enfin bon, qui récupèrent, on livre chez eux les paquets, vous allez les chercher avec un délai de 10-15 jours, enfin bon, les choses habituelles, qui est souvent plus près. Là, sur cette carte de Paris, les points relais, c'est toutes les zones qui ont un point relais couvert à 5 minutes
d'un lieu d'habitation, et les jaunes, c'est à 10 minutes. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a suffisamment de points relais pour que ça devienne une livraison efficace. Après, le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent aller encore plus loin, c'est-à-dire avoir directement la délivrance du produit au domicile réel de l'acheteur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des tas de petites fourmis qui vont, tôt ou tard, distribuer chez vous à l'heure où vous êtes là. Alors, l'idée, le grand truc depuis 2013, c'est la livraison immédiate par drone. Ça, c'est l'exemple de la publicité là-dessus de Amazon. C'est beau comme un roman. Et il était là. C'est fabuleux quand même. Alors, en fait, c'est quoi cette histoire? C'est un vaste mythe qui a été mis en place par Amazon pour proposer non pas le drone de livraison. Vous imaginez le nombre de problèmes qu'il vous faudrait résoudre pour pouvoir faire des drones comme ça. D'abord, il y en aurait des milliers, ce qui ne serait quand même pas le plus sécure. Deuxièmement, il suffit qu'il y ait un seul accident, un drone qui percute un arbre ou une personne, enfin, etc. Ce serait des drones forcément automatiques, parce que sinon ça ne serait pas rentable du tout s'il fallait qu'il y ait une personne derrière qui conduise le drone. Donc, qui en serait responsable? Bien évidemment, vous livrez là, ça va, c'est un pavillon et la personne est là. Mais vous livrez ça en ville dans un immeuble de 5 étages, par drone. Bon, tout ça, c'est un vaste gag. Mais ce vaste gag avait un sens. C'était de dire, vous pouvez être livré très vite. Vous pouvez être livré chez vous le plus vite possible. Pourquoi ce sens? Parce que Amazon veut s'étendre au-delà du marché des livres, à l'ensemble des marchés, y compris les produits frais, les choses comme ça. Donc il faut être livré très vite, malgré les distances. Problème de la logistique. Comment Amazon est en train de résoudre le problème? Il est en train de se faire ubériser. C'est-à-dire, stratégie de Uber, vous avez des individus qui, pour une somme dérisoire, vont être capables, le soir à 8 heures, d'aller sonner chez vous. Ils auront reçu, non pas vous qui vous déplacez au point relais, comme dans l'exemple précédent, mais le point relais qui se déplace chez vous aux heures où vous êtes là, qui vous téléphone, etc. Donc, en général, des gens, bien sûr, dans le besoin pour faire un boulot comme ça qui rapporte que dalle, mais beaucoup à la plateforme Amazon. Donc, derrière ce mythe du drone, il n'a jamais été question que ce soit réalisé. C'était l'idée qu'il fallait absolument pouvoir délivrer très très vite un livre dont vous attendez forcément. Voilà. Alors, autre élément du commerce électronique, c'est la capacité prédictive. Alors, on va y revenir plus tard par la publicité, de choses comme ça, mais l'idée générale, c'est d'être capable, à partir d'informations, d'avoir des tendances. S'il y a un commerce qui a absolument besoin de savoir les tendances, c'est la mode. Parce que rien ne se démode aussi vite que la mode. Et donc, il faut forcément avoir la tendance, et si possible, la tendance de demain. Qui aujourd'hui est bien placé pour calculer les tendances? Notre ami Google. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont analysé 6 millions de recherches dans la catégorie des apparel, c'est-à-dire les vêtements, entre juillet 2012 et février 2015. Et ils ont eu, alors j'aime bien cette phrase, analyse by Oliver Zimmer of Google, a fashion data scientist. Donc un scientifique des données de la mode, ou
tourner les mots dans tous les sens. Scientifique, données et mode, je trouve ça assez sympathique. Donc, et puis une stratégie de la mode, de brand, donc des marques de mode. Donc ils ont analysé toutes ces données. Et alors j'ai un exemple, par exemple, le succès aux États-Unis des robes de tulle. Voilà les robes, il y a des exemples. Et comment les gens ont commencé dans l'Utah, donc qui est un État, comme ils se disent, romantique et conservateur. Donc où les robes de tulle ont commencé, les gens ont commencé à chercher des photos de robes de tulle, parce qu'en fait ça passe par l'image. Et à partir de ce moment-là, ça s'est déclenché. On voit tout le basculement depuis 2013 jusqu'à 2015, où les États-Unis commencent à être couvertes, notamment le Midwest, donc conservateur et romantique, donc pour le succès de ces robes de tulle. Vous imaginez les fabricants qui peuvent proposer ces produits parce qu'ils voient bien que la tendance va être là. Donc on a une espèce d'effet d'entraînement. Parce que les gens le cherchent, on va pouvoir proposer les produits. Parce que les produits sont proposés, les gens vont en chercher encore plus. Et puis donc on va créer comme ça une tendance de la mode. Alors dans l'exemple de Google Trends, à qui se vend Google Trends? Bien évidemment aux fabricants de mode ou aux marchands spécialisés ou des choses comme ça. Donc cette idée toujours d'anticiper sur ce qui sera la demande de demain. Qui dit anticiper, dit capter des données sur les pratiques antérieures. Et alors là, j'aime bien cette citation de Ehsan Zuckerman qui dit que une fois qu'on a dit, voilà, la publicité c'est le modèle par défaut, la trace, la donnée qui va nous permettre d'avancer du financement de l'Internet, alors il en faut toujours plus. Et donc on a une bonne excuse toujours là disponible sur la table, il faut capter toujours plus de données pour faire toujours plus de publicité pour que Internet puisse survivre. Donc on a cette boucle autoproductive. Voilà. Pour finir cette première partie, c'est de parler un peu des... Quelle heure est-il là? Ah, ça va. Ah, j'avais pas vu. Donc des monographies d'entreprise qui nous apprennent toujours quelque chose. Monographie d'entreprise, c'est l'idée comment est-ce que je vais voir le développement. Les monographies sont souvent des hagiographies, c'est-à-dire on est à la gloire du patron d'une entreprise, mais enfin c'est l'accession et l'ascension et la chute. Et donc, qu'est-ce que ces monographies nous disent? Quand on regarde tout ce qui se dit sur les entreprises, c'est leader charismatique, plus travail acharné, plus relations politiques, plus volonté de s'enrichir. C'est quand vous avez ces 4 choses qui arrivent en même temps, vous avez les succès de Amazon ou Alibaba, dont vous avez Jack Ma, le président ici en photo. Alors Amazon, son idée c'est partir du marché du livre, donc il s'est créé en 1994 pour offrir des livres, premier livre vendu juillet 1994, et à partir de ça s'étendre sur tous les domaines, donc le matériel technique, donc les choses non périssables, les chaussures avec le rachat de Zappos et maintenant les produits frais. Avec même aujourd'hui en certains endroits l'idée d'avoir des Amazon boutiques, des Amazon Shop sur place où avec le logo, la crédibilité, la capacité de livraison immédiate, enfin, un drive, quoi, un drive comme le font nos supermarchés. Alors, Amazon, si on veut bien comprendre quelque chose, c'est... regardez cette citation de Steve Ballmer. Steve Ballmer, vous vous rappelez? Celui qui saute partout, developers, et tout, qui fait le spectacle chez Microsoft. Et il dit, ils ne font pas d'argent, Charlie. Dans mon monde, vous n'êtes pas un vrai businessman si vous ne faites pas de l'argent. Si vous valez 150 milliards de dollars, on pourrait penser que vous allez générer 15 milliards de dollars bruts. Ils ne font rien. Donc, ce qu'il dit, nous avons une entreprise qui ne gagne pas d'argent, mais qui a une très forte valorisation en bourse. Ça, c'est le statut des entreprises de l'Internet. Elles ont un double marché. Elles ont le marché d'avoir un service ou d'avoir une vente, commerce électronique des clients, des échanges, des dépenses et des recettes. Et puis, il y a un deuxième marché qui est un marché complètement, je dirais, symbolique, qui est un marché qui traite des symboles, des imaginaires, des choses comme ça, envers ceux qui achètent les actions, les futures, donc les choses qui pourraient demain rapporter.
Amazon, dans ses premiers plans de développement, ne devait rien rapporter à ceux qui avaient investi avant 2025. Mais vu qu'ils continuent de toute façon à investir tout l'argent qu'ils ont, ils ne sont pas prêts à jamais rapporter d'argent. Par contre, l'action elle-même augmente. Et donc le gain ne se fait plus sur le dividende perçu sur l'activité commerciale réelle, il y a un dividende qui est perçu, mais sur la vente et la revente d'actions, sur la croissance du coût de l'action, jusqu'à la chute bien évidemment. Alors, comment marche Amazon ? C'est le symbole même de ce qu'on appelle le néo-management ou le management néolibéral. C'est l'idée d'un système où les gens sont à la fois autonomisés et robotisés. C'est ce double mélange de gens qui doivent faire leur job, qui ont une responsabilité qui leur pèse sur les épaules de faire le job, et puis la vitesse n'est pas décidée par eux, elle est décidée par le patron, qui les jette dès qu'ils ne suivent pas le rythme. Voilà. Et avec des conditions de travail dans des immenses, vous voyez là, un entrepôt Amazon, immense entrepôt dans lesquels il fait froid, avec des conditions d'hygiène déplorables, etc. Et puis cette idée, il faut répondre à l'urgence. Le coup du drone de tout à l'heure, dans l'imaginaire, c'est le client doit être servi très très vite. C'est le client est roi, il est servi très vite, et si tu n'es pas à son service immédiatement, tu ne vaux rien, et donc on te jette. Pas le droit d'être malade, pas le droit d'avoir un coup de fatigue, pas le droit de tout ça. Et ça, quel que soit le niveau, du travailleur de base, celui qui fait les paquets, jusqu'au cadre de Amazon. A plus, Amazon pratique l'évasion fiscale. C'est-à-dire, en Europe, son siège est à Luxembourg, paradis fiscal intra-européen. Amazon a réalisé en 2012 163 milliards d'euros en France. Il en a déclaré 110 et il a payé 3 millions d'impôts. Ce qui fait qu'il doit aujourd'hui, enfin non, c'était l'année dernière que j'ai eu ces chiffres-là. Aujourd'hui, je pense que c'est pire. Il doit 198 millions que le réclame Bercy, les impôts en France. De surcroît, comme Amazon est au Luxembourg, la TVA n'est pas acquittée. La TVA sur le prix des ventes, puisque c'est une vente intracommunautaire et non pas à l'intérieur du pays. Donc il n'y a pas de TVA. Donc vous voyez le manque à gagner du point de vue de l'impôt, c'est-à-dire de la collectivité. Bon, ils ne sont pas les seuls. Facebook, la nouvelle est tombée la semaine dernière. Je la trouve très très drôle en fait. Drôle avec tout ce cynique qui nous permet de rire jaune de cette situation. Amazon a payé en Angleterre 1000 livres, pas Amazon, Facebook. Facebook a payé en Angleterre 1000 livres de moins que les impôts moyens du citoyen anglais. Tout ça après avoir gagné 105 millions de livres. Voilà. On est dans une situation caricaturale. Donc ces entreprises, par le biais des échanges de propriété intellectuelle, par ce qu'on appelle le double sandwich hollando-irlandais, par toute une série de méthodes, l'usage des paradis fiscaux, etc., échappent, et ça dans tous les pays du monde. L'exemple, la France, l'Angleterre, etc., mais aux États-Unis, c'est pareil. Et donc la capacité de la puissance publique à faire les écoles, à faire la santé, l'entretien des routes, etc., tout ça est complètement gommé comme projet. Alors bien évidemment, ça n'a pas toujours duré, et donc nous sommes à l'état de la chronique de la chute avancée. Premier système qui fait trébucher Jeff Bezos, c'est une enquête parue cet été dans le New York Times, où l'enquêteur va interroger les gens à la base sur le mal-être que vivent les milliers, parce qu'il y a des milliers de salariés chez Amazon, du bas niveau au niveau des cadres, même des cadres dirigeants qui ne sont pas le cercle restreint, mais qui sont déjà des cadres de niveau très important. Et donc là, tous dénoncent cet encadrement permanent, la brutalité, le sentiment qu'on est, la dépréciation du travail. Si vous retrouvez des mots qui sont utilisés très souvent aujourd'hui dans les entreprises, qui expliquent les suicides dans les entreprises, choses comme ça, dépréciation du travail, les gens ils se crèvent, ils donnent tout ce qu'ils peuvent, et en fait on leur dit c'est pas assez. Là, il y a un moment où les gens craquent. Réponse de Jeff Bezos, non, je ne reconnais pas dans votre description le Amazon réel.
Et d'ailleurs, chantage sur les employés en disant « Vous aussi, expliquez au New York Times, à ces intellectuels new-yorkais, que ce n'est pas comme ça chez Amazon. Dans le monde de Amazon où on doit être une grande famille. » Mais là, la semaine dernière, est paru le classement des grands patrons d'entreprise publié par la Harvard Business Review. Donc tous les ans, ils font un classement. L'année dernière, Jeff Bezos était numéro 1 du patron le plus efficace de la planète. Cette année, il est numéro 87. Pourquoi ? Oh, c'est pas tant que les critères auparavant ont changé. C'est le fait que la Harvard Business Review a rajouté un critère qui est le critère ESG, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance. C'est-à-dire quels sont ce qu'en France on appelle la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, comment cette entreprise Amazon gère ces trois choses-là. Et comme dans le classement de la Harvard Business Review, ça compte pour 20% maintenant, Jeff Bezos est passé de la première à la 87e place. Donc là aussi, on voit peut-être un changement qui est en train de s'amorcer. Et donc, climat dont je parlais tout à l'heure, environnement, enfin, vous voyez, tous ces trucs-là, c'est l'idée qu'on va arrêter de réfléchir juste à combien ça rapporte, combien qui gagne. Non, c'est qu'est-ce qu'il coûte aussi à la société, quels sont les coûts induits, quelles sont les formes de résilience que peut avoir la société, quels sont le poids qu'on fait peser sur les gens, sur l'environnement, et quel est le mode d'existence des gens dans ces grandes entreprises-là. 87e position, il est derrière le patron de Volkswagen Amérique. Bon, d'accord, c'était avant qu'on sache. Autre grande entreprise du commerce électronique, Alibaba. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce petit tableau que je vous présente qui représente en 2014 la différence entre les profits de Amazon, perte de 126 millions, profit de Alibaba, gain de 2 milliards. Voilà, c'est assez significatif du bascule, c'est-à-dire on a un système qui ne vit que par la bourse, donc la valeur des actions et les futures, donc l'anticipation sur les gains à venir, et puis on a une autre entreprise qui vit sur aujourd'hui au quotidien, comment je construis mon entreprise. Avec beaucoup moins, ces bénéfices viennent avec beaucoup moins d'usagers, puisque Alibaba n'a que 36 millions d'usagers, quand il y en a 244 millions sur Amazon. Or, Alibaba, donc créé en 1999 par Jack Ma, a été ensuite... Yahoo a investi dedans, puis Yahoo, qui n'arrête pas de faire que des mauvais plans, s'en est retiré au moment où Alibaba est devenu plus important. Et aujourd'hui, enfin depuis un an, Alibaba est rentré à la bourse de New York et a été la plus grosse introduction de ces dernières années. Et a fait comme tous les autres, construit quelque chose au Caïman. Alors, au moment de cette introduction en bourse, le New York Times a fait une espèce de résumé, en 3 minutes là aussi, de Alibaba. Et vous allez voir tout ce que je disais tout à l'heure sur l'importance de la géographie. C'était au moment de l'introduction. Online marketplace where mostly Chinese companies and some Western companies sell their products to customers and other businesses. Jack Ma founded the company in 1999 in this small apartment with 17 others. 人家美国人强就强调的硬件，强就强调的系统建设，这方面确实比你高。但是玩信息玩软的，中国人脑袋绝不比人差。我们在座的所有的人的脑袋绝不比人差。这就是我们敢跟美国人斗的一些东西，我们绝对敢斗。 The former English teacher saw Silicon Valley as his inspiration and his competition. 第二个呢，我想就是我们要学会硅谷人的一种拼劲。如果说我们是早上8点钟下班，8点钟上班，5点钟下班，这个不是 Pression sur les salariés, volonté de pouvoir concurrencer directement au plus haut niveau les États-Unis, appel au nationalisme. Tiny then, but has now released a price range for its upcoming offering, valuing the company at roughly $150 billion. That's more than the market value of eBay and not far behind Amazon. 无知者无畏。我想3个原因为什么活下来，其实这3个原因还真有道理。第一个，我们没有钱；第二个，我们不懂技术；第三，我们从来不规划。
A clear sign of how far the company has come came in November 2013, on Singles Day, a sort of anti-Valentine's Day for China's unattached, and one of the country's busiest shopping days. At Alibaba's headquarters, employees watched a live tally of the sales. By the end of the day, a third of China's adult population had visited its sites and $5.7 billion of goods were sold. Alibaba had broken every sales record for a single day of shopping. With its entry into the US markets imminent, Donc là, on est la puissance. Peut-être que les Chinois ont moins d'argent, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Et donc la capacité à porter ce type de commerce. Alors c'est important, cette histoire des monographies d'entreprise. Je trouve que c'est très significatif d'un message en fait idéologique très très fort, qui est le message du dévouement à la cause, travailler dur, concurrencer les plus grands, nous n'avons pas d'argent mais nous en sommes sortis quand même, nous ne comprenons pas la technologie mais nous savons ce qu'il faut vendre et acheter, etc. Cet appel au nationalisme qui est le même dans tous les pays, hein. Vous avez l'appel au nationalisme en Europe contre les géants américains, en Amérique pour maintenir la puissance des États-Unis, etc., etc. Donc croire aussi que l'Internet serait complètement un monde globalisé et mondialisé, c'est pas très vrai, hein. Il y a toujours des formes de nationalisme qui existent et qui s'expriment pas seulement dans la cyberguerre, dont on aura l'occasion de parler, mais qui s'expriment y compris dans le succès des entreprises commerciales. Et donc cette idée qu'il y aurait une concurrence mondiale effrénée et que si vous ne le faites pas, c'est Jack Ma qui va le faire en Chine et qui va venir vous gratter les arpions. Donc vous voyez tout ce discours qui s'enchaîne, qui fait sens à lui tout seul, mais qui n'est pas relié à une réalité pratique de la vie des gens, etc. Y compris ce que nous montre le succès de Alibaba et demain les succès en cours du e-commerce indien. Alors là, c'est passionnant à suivre. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de système de paiement. Ils font ça par téléphone, mais c'est le gros marché, par toute petite somme, qui va devenir le gros marché d'avenir dans Internet. Je prends les paris, vous en entendez parler tout plein dans 2 ans. Le système adapté à des systèmes souples, avec peu de frais complémentaires, avec des facilités d'achat, etc., qui est complètement adapté à l'Inde et qui ne serait pas adapté du tout au modèle européen. Grand succès aussi, c'est le Bon Coin. Alors là, on change de paradigme. C'est non plus l'Internet globalisé, mais c'est je peux par Internet joindre les gens qui sont à côté de chez moi et qui ont quelque chose à vendre. Voilà. Alors l'idée est née en Suède par quelque chose qui s'appelle Blocket, ce qui voulait dire carnet de notes. Ça s'est développé en Italie et donc après en Espagne, en France, au Brésil, où ça marche très très bien. Hein. Vous savez, les Brésiliens sont un peuple très optimiste. Chez eux, d'occasion, ça se dit seminuovo, semi-neuf. Donc voilà. C'est le verre toujours est à moitié plein. Voilà. Alors, oui, j'aime bien cette phrase, les bons coinistes français vendent et achètent des objets et non des produits. C'est-à-dire, c'est quelque chose dont les gens ont besoin et quelque chose que les gens peuvent vendre. Alors, c'est le 2e site le plus populaire de France. Les gens y passent 2h15 en moyenne par mois. Hein. Il y a 1 million d'annonces de l'immobilier, 900 000 en automobile, vacances, emploi, enfin toutes les catégories sont créées en fait au fil des annonces déposées. Mais la logique, c'est chercher près de chez soi. Là où eBay, la logique de eBay, c'est ce que vous cherchez existe certainement quelque part. Donc vous allez le chercher sur eBay et puis vous allez l'acheter et il va vous parvenir. Donc le problème de logistique. Là, on est dans le sens inverse. Il y a près de chez vous certainement ce que vous cherchez et qui n'est plus utilisé, qui va être en vente pour une raison ou pour une autre. eBay, c'est l'enchère, donc il y a un aspect de jeu. Je mets mon objet en vente et j'espère que le prix va monter. Là, c'est prix fixe, mais c'est en fait un système de relations. Les gens aiment aussi aller acheter sur le Bon Coin parce que c'est des gens qui créent du réseau à côté de chez eux, ils se voient, ils échangent, etc. etc. Voilà. Bon, je vais sauter un peu. Je vais faire une pause. On va faire une pause et on va reprendre la deuxième partie après. Parce que sinon, il sera trop tard pour faire la pause.
5 minutes, pas plus. À moins que vous n'ayez pas envie de faire la pause, on continue.